un facteur qui est le plus souvent négligé dans nos grandes villes. Il n'y a pas un véritable système de gestion des eaux pluviales, même pas de drainage la plupart du temps. Et du coup, maintenant, toutes ces eaux-là qui s'infiltrent dans les sols, qui circulent dans les caniveaux et tout, puisqu'elles ne sont pas canalisées, elles ne sont pas gérées, elles ne sont pas prises en charge, elles vont se déverser maintenant dans les bas-fonds, elles vont se déverser dans les zones, dans les plaines, elles vont se déverser dans les veines et tout. Et ça va maintenant donner lieu à des inondations. Et maintenant, ces populations-là qui sont aux abords, c'est elles qui sont vulnérables. Parce que quoi, elles ne se doutent souvent pas des dangers, elles ne se doutent pas des répercussions que ces accumulations d'eau-là peuvent avoir sur elles avec le temps. Causes d'inondations, elles sont plurielles. Les pluies torrentielles, le changement climatique de fluctuation, l'insuffisance des systèmes de drainage adéquats et durables, et surtout la rébellion de la population face aux prescriptions gouvernementales requises. Justement aussi, un problème que nous rencontrons dans notre ville africaine, c'est que les populations sont souvent un peu rebelles. Lorsque même on vous dit, voici n'habitez pas ici, ces zones sont déclarées à Edificanti, c'est même là où on va s'implanter. Pourquoi? Parce qu'on veut par exemple moins cher, où le coût du terrain est plus abordable par rapport au plein centre urbain, par exemple. Là, les bas le mètre carré peut aller à 10 000, par exemple, et maintenant en ville, ça peut dépasser les 40-50 000 francs. Donc, du coup, ça cause déjà des choses là que les populations continuent de s'entêter. Aller aménager les bas-fonds, aller récupérer, parce que s'il faut même analyser à quoi ça sert-il, c'est vrai qu'on dépense moins pour avoir des terrains dans les bas-fonds, dans des zones marécageuses par exemple. Mais est-ce que cela vaut vraiment qu'on expose les vies humaines à prix d'argent? Je ne pense pas. Donc, la rébellion des populations est un facteur vraiment déterminant et dépendant qui enclenche la plupart du temps les conséquences que nous observons lorsqu'il y a des inondations. Alors, les défis afférents. Les défis ici, c'est les différents challenges auxquels font face les pouvoirs publics, les gouvernements, à chaque fois qu'on parle d'inondation dans un pays, dans une ville, dans un État. Qu'est-ce qu'il faut faire après les inondations? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pendant les inondations? C'est ça les différents défis afférents. Alors, le premier défi ici est celui de délocaliser les individus vers les milieux plus sains pour l'habitation, ce qui revient souvent très cher au pouvoir public parce que délocaliser les gens qui ont fait 40 ans quelque part pour un nouveau lieu, ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de fonds financiers. Que certains États n'ont pas. Déjà, on connaît les réalités de l'autre État avec les endettements, auprès des bailleurs de fonds, et tout. Donc, dire encore qu'il faut prévoir un budget pour délocaliser les individus pour des endroits plus sains, c'est un gros défi. En deuxième position, l'application des politiques de déménagement aux victimes. Il n'est pas toujours facile concrètement, car par exemple, l'argent pourra redonner un logement, certes, mais pas enlever en soi le traumatisme vécu par les populations et rebâtir l'histoire du vécu propre qui s'est créé chez les sinistrés. Et ça, c'est vérifié parce que, voyez-vous, même si on réussit à vous délocaliser ou alors à vous dédommager ou encore à vous indemniser, on vous offre un nouveau logement. Mais là, à l'intérieur, le traumatisme que vous avez vécu, aucune somme d'argent ne peut enlever ça. Ça, c'est clair. Les histoires, le vécu que vous avez tissé où vous viviez avant, l'argent ne peut pas remplacer ça. Il est difficile de s'intégrer à nouveau dans un milieu où vous n'avez pas vécu toute votre vie, où on vous, entre guillemets, vous l'impose un peu. Pourquoi? Parce que vous avez été victime d'inondation. Donc, pour les populations, les individus qui sont victimes de ce phénomène, ce n'est pas souvent facile. Bien qu'on leur donne des allocations au niveau des logements, ce n'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce que le traumatisme est là. C'est quelque chose qui est déjà ancré. Ça peut même pousser les gens à ne plus avoir une santé stable sur le long terme. Parce qu'ils ont été traumatisés psychiquement. En troisième position, nous avons adapter les constructions en fonction des conditions météorologiques des pays. Ça, c'est un gros challenge. Parce que vous voyez, quand bien on décide, on prend le risque d'aller habiter dans des zones à vulnérabilité d'inondation, il faudrait maintenant que les logements ou alors les habitations qu'on va faire à ces niveaux-là soient des habitations solides qui puissent fortement résister à la pression des inondations au moment venu. Et chez nous en Afrique, ce n'est pas souvent ça. Parce qu'on construit juste de manière dérisoire, on entre, on s'installe, on vit et tout, sans savoir que bien ce qu'on a construit ici n'est pas solide, n'est pas suffisamment outillé. Les armatures ne correspondent pas aux caractéristiques propres du milieu. Et donc, du coup, en Afrique aussi, dans nos villes, c'est un véritable challenge. Quitte à parler de l'encadrement, quitte à parler de dédommagement, il faut aussi que cela suive, c'est-à-dire des constructions adaptées aux conditions météorologiques.
évoluer. Alors,